Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis conférencier. Je suis aussi psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le plaisir d'accueillir des invités qui sont rayonnants, inspirants et résilient. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Lynn Chamberlain. Bonjour Lynn Chamberlain, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Je l'apprécie infiniment. Vraiment, c'est un grand honneur, un grand privilège, puis un grand bonheur aussi de vous recevoir à l'émission Témoignages de vie. Donc, avant de vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux et celles qui écoutent cette émission de radio, et ceux et celles qui vont voir cette vidéo sur YouTube, je vais dire aux auditeurs, aux auditeurs et aux auditrices comment nous rejoindre. Donc, cette vidéo sera diffusée sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, aussi sur LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, Alex Saraf, et sur Facebook, Alex Saraf, écrivain, ou m'écrire un courriel, alexsaraf341 341@gmail.com. Vous pouvez vous abonner aussi, bien sûr, à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, c'est une émission de radio humaine, ça veut dire une émission de radio centrée sur l'être humain. Et je voulais des invités qui vont parler de leurs histoires de vie, comme le dit un des slogans alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et il y a des invités que j'appelle des invités spéciaux à l'émission Témoignages de vie. On a des psychologues, on a eu deux anciennes psychologues aussi, Joanne de Montigny et aussi Karine Larocque. On a eu aussi une ancienne sexologue, Nicole Audette, un sociologue de la sexualité et de l'intimité, Michel Doré. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai le plaisir d'avoir comme invité, on a le plaisir d'avoir comme invité à l'émission Témoignages de vie, une sociologue de formation, la sociologue Lynn Chamberlain. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et à ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, Lynn Chamberlain, vous êtes en fin de compte sociologue de formation. Vous avez le doctorat PhD en sociologie de l'Université de Montréal. Vous avez enseigné aussi au collégial. Vous avez enseigné la sociologie au Cégep de Maisonneuve pendant plus que 25 ans, il me semble. C'est ça ce que vous m'avez dit avant l'entrevue. Et vous avez aussi enseigné au département de sexologie à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez donné le cours Homosexualité et société. Vous avez eu le titre de professeur associé, c'est ça? Vous avez enseigné de là depuis quelle année? Depuis 2009, Oui, c'est ça? oui, en fait, à l'UQAM, j'ai d'abord été chargée de cours Oui. et à ce moment-là, j'ai enseigné le cours Homosexualité et société, d'abord en co-teaching Avec et qui? puis ensuite seule. Oui. Et ça, j'ai fait ça jusqu'en 2009, 2010 et 2009, en fait, là, j'ai commencé à enseigner à temps plein à l'UQAM. OK. Donc, vous avez enseigné à partir de 2009 que vous avez enseigné à temps plein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'ai pris ma retraite en janvier 2021. Même retraitée, je conserve quelques activités. Alors, j'ai encore un titre de professeur associé, ce qui nous permet quand même de conserver l'accès à la bibliothèque et des choses fondamentales qui nous permettent de rester actifs. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous... c'est correct. C'est juste l'écran qui bouge, c'est correct, mais People, people, excusez, c'est correct. désolé. Donc, vous avez eu quel titre de professeur? Est-ce que vous étiez à professeur agréé ou c'est quoi le titre que vous avez eu pendant 22 ans?
Euh, Ben, en fait, au Cégep, j'étais professeure régulière à temps plein. J'ai vous pris avez eu la congé. permanence aussi, j'imagine, là? Oui, OK. j'étais permanente. Oui, J'ai pris congé pour terminer ma maîtrise et ensuite pour faire le doctorat. oui, Mais donc, j'avais un statut qu'on m'octroyait la permanence. oui. Et à l'UQAM, j'étais professeure aussi régulière, là. Ah, ben, Après 2 ans, on devient professeur agrégé, je crois. oui, agréé, c'est ça, agrégé, ou agréé, oui, c'est ça, parfait. Donc, vous avez quand même enseigné de nombreuses années. En tout, vous avez enseigné combien d'années? Ah, mon Dieu, plus, 45 ans ou presque 40 ans, certains, oui, c'est c'est ça. presque 40 ans. OK, Oui. parfait. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi aussi, j'ai été enseignant. J'ai été enseignant en psychologie. Lynn Chamberlain, vous étiez enseignante en sociologie. Moi, c'était au cégep. J'ai enseigné dans plusieurs cégeps. Cégep du Vieux-Montréal pendant 4 ans. Cégep de Saint-Laurent plus que 20 ans. J'ai fait 2 tiers de ma carrière au cégep de Saint-Laurent et j'ai quitté l'enseignement collégial. J'ai enseigné la psychologie au collégial. J'ai le baccalauréat en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. Donc, et vous êtes chercheuse, vous avez mené, vous avez collaboré à de nombreuses recherches. Merci infiniment pour toutes ces recherches-là, parce que je les ai lues à travers les années. Ça m'intéressait vraiment, parce que j'ai enseigné aussi psychologie de la sexualité. Et puis, on a tout un cours on avait un cours sur les orientations et les identités de genre. J'avais 2 heures et demie de cours, là. C'est tout un cours de 3 heures avec les pauses, puis on finissait 15 minutes plus tôt. Donc, c'était 2 heures et demie en tout, de cours sur les orientations sexuelles, les identités de genre. Je me rappelle que j'avais lu toute la recherche qui a été faite par rapport à l'homophobie, dans les cégeps. Même dans les écoles secondaires, j'ai lu ça, secondaire et cégep. J'ai lu l'étude en entier, je l'avais trouvé sur Internet. Donc, merci infiniment pour toutes ces belles années en tant que chercheuse. Et vous êtes aussi autrice, auteur et co-autrice, là. Co-auteur, parce que j'ai votre livre dont on va en parler aujourd'hui, Mémoire lesbienne, que je montre ici à l'écran, qui a été publié aux les éditions du Remue-Ménage. Voilà. Donc, on voit votre photo. Ça a été publié en 96, puis il y a une réédition en 98. C'est vraiment un très beau livre. Et Oui, ça, ce livre-là, dont on va en parler aujourd'hui, c'est par rapport à votre thèse de doctorat, là. Qui, oui, c'est oui. ça, on va en parler. Et aussi, vous avez collaboré dans plusieurs collectifs, là. Donc, moi, dans le temps, étant donné que j'ai enseigné psychologie de la sexualité et les autres cours aussi, j'ai acheté dans le temps Diversité sexuelle et construction de genre, sous la direction de Lynn Chamberlain, Bly, W. Frank, là, W. Frank, Janice Ristock, presse de l'Université du Québec. Voilà, je le montre à l'écran aussi. Donc, il y en avait plusieurs collectifs, là. J'en ai un, là. Puis j'ai aussi un autre que j'avais acheté dans le temps, Sortir de l'ombre, histoire des communautés lesbiennes et gays de Montréal, sous la direction de Irène Dem, Demchok. Demchuk, c'est ça. J'ai toujours discuté à dire son nom, Demchuk. Merci infiniment. Et Franck W. Remigui. VLB éditeur. Voilà, vous avez aussi collaboré à ce livre-là, Sortir de l'ombre, et plusieurs autres collectifs. Les gens peuvent aller voir ça pour les presses de l'Université du Québec. Donc, et vous avez reçu en 2024 vous avez reçu plusieurs prix à travers les années. J'ai fait les recherches, j'ai vu à Wikipédia. Félicitations pour tous ces prix. J'invite les gens à aller le voir sur Internet, à vous googler Lynn Chamberlain, bien sûr, et de voir sur Wikipédia. Donc, et j'ai vu que récemment, parce qu'on est en 2024, là, je veux dire cette année 2024, quand on l'enregistre, on est en septembre 2024. Ça va être diffusé en 2025, 2026, 2027, 2028 aussi. On verra pour les diffusions, les rediffusions, bien sûr, dans les stations de radio. Donc, vous avez reçu le prix de l'Office de Montréal. Donc, en fin de compte, la métropole de Montréal avait
choisi, avait fait, en fin de compte, donne et a donné, en fin de compte, un office honorifique pour les gens qui ont collaboré, qui ont en fin de compte été, qui est, excusez-moi là, qui ont, c'est un, ils ont donné des prix c'est un prix de reconnaissance pour les contributions et le talent pour les gens qui ont façonné Montréal, là, la métropole de Montréal. Oui. Donc, vous êtes officière 2024, je l'ai vu. Donc, félicitations pour ce prix-là de Office Montréal. C'est génial. Oui, en fait, c'est un ordre, c'est un titre honorifique. Oui, C'est l'Ordre de Montréal. oui, Et c'est un titre honorifique qui est donné à 17 personnes à euh, chaque année oui, pour reconnaître leur contribution à la ville, à son fonctionnement, à son oui, rayonnement. Alors, dans mon cas, c'est plus le rayonnement dans le domaine de la recherche scientifique et dans le domaine de la lutte contre les discriminations. oui, Donc, c'est ça, j'ai reçu le prix cette année. C'est pas un prix exactement, c'est un titre honorifique. oui. Alors, j'ai été en effet honorée parce que ça m'a surpris, puis c'est un peu un prix fin de carrière là, pour l'ensemble de mes contributions. Oui, exactement. Vous avez reçu aussi des prix, je pense, avec la CFAS, là. Euh, vous avez collaboré avec la Oui, CFAS, c'est ça. oui, j'avais reçu parce que un de mes buts Oui, dans le domaine de la recherche, c'était d'ouvrir la recherche sur le domaine de la diversité sexuelle oui, et de la diversité de genre et d'encourager la recherche qui portait sur les personnes, bon, qu'on résume maintenant dans l'acronyme LGBT, on pourrait y revenir, oui, j'ai des réserves, mais en fait, mais c'était d'ouvrir le champ de recherche et oui, une des façons de le faire, c'était d'organiser des colloques oui, au sein de la rencontre annuelle de l'ACFAS. L'ACFAS, oui, se rencontre annuellement dans oui, une université et puis, donc, on peut proposer des colloques et moi, j'en ai organisé plusieurs. Et c'était des colloques où nos partenaires de recherche aussi étaient invités. Donc, je crois que à l'ACFA, j'ai reçu le prix Pierre Dansereau, qui récompense notamment un ou une chercheur qui s'est illustré dans la recherche partenariale. oui. Et voilà, mais non, c'est vrai que je suis contente parce que j'ai travaillé beaucoup, mais Ben ce sont oui, des prix qui m'ont encouragée et soutenue dans ma démarche. oui, je comprends. Donc, on va en parler du livre, puis ensuite des recherches de votre parcours, en fin de compte, professionnel. C'est vraiment un très beau parcours en tant que chercheur, en tant qu'auteur, en tant que militante aussi, hein. Je l'ai lu, vous êtes militante lesbienne, féministe aussi, hein. Vous avez dit qu'il y a en fin de compte, j'ai lu le livre, là, je l'ai parcouru aussi, qu'il y a des femmes lesbiennes qui se sont, en fin de compte, se sont reconnus dans le mouvement féministe et le mouvement féministe qui leur a permis, en fin de compte, d'assumer leur homosexualité en tant que femme lesbienne et vice-versa aussi, là. Donc, c'était quelque chose. Donc, j'aimerais juste lire à la page 13 pour commencer votre introduction pour le livre Mémoire lesbienne, partir par le début, que je montre à l'écran. Ce livre est l'aboutissement d'un projet comportant plusieurs objectifs. Tout d'abord, faire connaître la vie de ces femmes qui ont eu le courage qui ont eu le courage, excusez, de leur amour en un temps où la condamnation sociale du lesbianisme était unanime. Puis, à partir de là, reconstituer une partie de l'histoire récente du lesbianisme au Québec, enfin trouver réponse à des questions personnelles qui me venaient à mon itinéraire en tant que militante lesbienne et féministe. J'estime tout compte fait que ces objectifs ont été atteints imparfaitement, il va sans dire, mais chacun a pris sa place dans ce puzzle à trois dimensions. S'il me reste un regret, c'est celui de n'avoir pu publier intégralement les propos de mes interlocutrices afin de maintenir l'équilibre entre ces trois volets. Leurs paroles le méritent pourtant. Pourtant, elles ont eu la force et la vitalité de me faire vivre littéralement pendant les années consacrées à cette recherche. Donc, ce livre-là, on va en parler quelques minutes, c'est que c'était votre recherche au doctorat, et ce livre-là a été publié 2 ans après que vous avez obtenu le doctorat, c'est ça?
Oui, en fait, le livre est vraiment basé sur la thèse, Oui, la thèse mais de la doctorat. thèse a été réduite Oui, bien parce que, sûr. bon, une thèse, c'est lourd, surtout les chapitres théoriques, Oui, la méthodologie, et ce sont des chapitres qui n'intéressent pas souvent autant que le résultat, finalement, de la démarche oui, de recherche. Alors, ça a été réduit. Et pour le doctorat, j'avais rencontré une trentaine de femmes. oui. Mais la thèse comme telle est basée sur 20 23 à 25, 24. Je pense que c'est écrit 24. Oui, c'est ça. 24, c'est ça, 24 exactement, témoignages. Oui, témoignages de Montréal. Alors, je me suis concentrée sur la région montréalaise parce qu'à l'extérieur de Montréal, c'était vraiment d'autres réalités. oui. Et puis, ces femmes-là, je les ai rencontrées deux fois pour la plupart. Alors oui, elles m'ont raconté toutes sortes d'histoires et des fois, on arrive à faire sens de ces histoires-là en les analysant dans la thèse, mais d'autres fois, il y a des bouts, des passages qu'on n'arrive pas à rendre. Alors, c'est pour ça que je regrettais de ne pas avoir pu publier intégralement leur histoire, mais en même temps, bon, je leur avais promis l'anonymat. Oui, c'est ça. C'est souvent le cas en recherche. Oui. C'est un projet où on demande la collaboration, mais en Mm, échange, on s'engage à respecter l'anonymat. bien sûr. Et voilà. Donc, vous parlez en fin de compte dans votre livre Mémoire lesbienne de Vive l'interdit. Je donne quelques idées ici, je lance des idées, les amours cachés. C'est sûr qu'il y a des femmes ici, on voit leurs témoignages qui sont là en fin de compte. Euh, J'aimerais vous poser la question. C'est sûr que là, on est en 2024. Quand cette émission sera diffusée, ça va être 2025 et plus tard aussi. Là, ça va être c'est un projet professionnel quand même minimum de 4 ans pour moi, là, en tant qu'animateur de radio pour l'émission Témoignages de vie. Je suis supposé d'avoir 100 épisodes, là. Donc, c'est quand même 90 personnes environ. C'est sûr que parmi les 90 invités, on a des invités spéciaux comme vous, comme sociologue. J'avais aussi Michel Doré, comme j'avais dit. Michel Doré, c'est celui qui avait validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre dans mon livre que je montre à l'écran, La psychologie pour apprécier l'humain, Béliveau éditeur. Donc, il a fait sa première entrevue à l'émission Témoignage de vie, puis il va revenir parce qu'il vient de publier son 30e livre, là, en, en son 30e ouvrage. Donc, les choses ont changé pour la communauté LGBT, qu'on appelle maintenant LGBTQ+, puis il y a d'autres lettres aussi, on ajoute toujours des lettres, là. Donc les gens parfois sont mêlés, on s'entend bien. Moi aussi, j'ai discuté à suivre ça, là. C'est que les choses ont changé. Vous avez écrit dans votre livre, dans le temps, en 96, ça a été réédité en 98, bien sûr, Mémoire lesbienne, et je pense que vous l'avez dit aussi à travers les années, qu'on est dans une société qui n'est pas tout à fait acceptante à 100%. Là, il n'y a pas d'acceptation totale. Là. Et comment les choses ont changé? Comment vous l'avez... Parce que là, vous êtes venu... J'ai lu dans vos biographies que vous vous êtes installé, Lynn Chamberlain, vous êtes venu vivre à Montréal en 1973, si je me trompe pas. Donc là, je pense que il y a eu tout dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-1, l'homosexualité était considérée comme un trouble mental. On l'a enlevé, je pense qu'on l'a enlevé en 1969 ou 70, mais l'Organisation mondiale de la santé a s'est prononcée. Puis comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Quand on est à la rentrée scolaire, en fin de compte, en septembre 2024, les gens vont l'écouter à partir de 2025. Plus ça change, plus c'est pareil, ou on a fait du chemin, c'est quoi qui reste à faire? Parce qu'il en reste encore du chemin, il y aura toujours, malheureusement, je pense, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, etc. Je vous laisse la parole. Oui. Ben, moi, je trouve qu'on a quand même parcouru du chemin parce que Oui, pour la thèse, j'ai rencontré des femmes en les interrogeant sur leurs expériences dans les années 50 et 60. oui. Donc, avant même qu'à une époque où c'était criminalisé, Oui. et pour les hommes et pour les femmes, parce Quand qu'au est-ce qu'on début a des années, décriminalisé l'homosexualité? C'était on en a quelle année? on a décriminalisé l'homosexualité en privé.
en 1969. OK, Mais ça voulait dire que un comportement qui était jugé grossière indécence, ça demeurait criminalisé. Donc là, l'enjeu, ça a été de dire, oui, mais qu'est-ce qui est de la grossière indécence? Deux hommes qui dansent ensemble, deux femmes qui dansent ensemble, qui s'embrassent, est-ce que c'est ça de la grossière indécence? Puis on s'apercevait qu'il y avait des normes différentes pour les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. Donc, mais vraiment avant les années 70, la formule concise, c'était vraiment condamné par tout le monde, par l'Église, par l'État. C'est un péché, c'était un crime et c'était une maladie. Donc, si on n'était pas condamné, si on ne croyait pas à la religion, mais ça demeurait condamné par le code criminel ou par la psychologie. Donc, oui, c'était vraiment unanime. Après, ça quand même, moi, je pense que la période des années 70 a quand même été une période déterminante, à la fois dans ce cadre-là qui a été modifié, où il y a une décriminalisation partielle, mais quand même une décriminalisation, où l'Église a perdu beaucoup de son pouvoir d'influence. Et si je parle de l'Église catholique au Québec, qui n'était pas la seule Église, mais qui était quand même celle qui oui, avait le plus de pouvoir de surveillance et de contrôle oui. sur les comportements sexuels. Et du point de vue médical aussi, il y a eu cette lente pathologisation. Officiellement, c'est 1973, mais en pratique, ça a pris du temps avant que justement les intervenants, les psychologues Les ajustent psychiatres. les psychiatres ajustent leur texte, leur pratique pour ne plus traiter les homosexuels comme s'ils étaient des malades. Alors, moi, je trouve quand même que ça a changé. Il y a aussi des protections sur le plan Oui, légal. Donc, tout ça a changé. Maintenant, est-ce que tout est arrangé? Non. Je pense que le modèle, quand même, l'idéal de l'hétérosexualité, l'idée que le plus naturel, le plus souhaitable, c'est la sexualité hétérosexuelle, c'est les hommes avec les femmes. Il y a une vision qui postule encore une complémentarité naturelle, voire ancrée dans la biologie, et qui se traduit par la reproduction. Donc, il y a encore une aura religieuse ou transcendantale ou simplement naturelle, là, oui, relevant de l'ordre naturel de l'univers. Mais il y a encore quelque chose qui est très valorisé dans ce modèle-là oui, et qui fait que les autres réalités sont défavorisées. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup, pour les femmes en particulier, il y a aussi beaucoup de misogynie. oui, euh, de sexisme, bon, parce que les préjugés sexistes sont dans la société, mais aussi de misogynie dans la mesure où les femmes, le modèle dominant veut que les femmes soient, leur vie souvent subordonnée à celle de leur époux, de leur famille. Et donc, des femmes lesbiennes sont des femmes qui prennent plus d'autonomie et qui donc décident davantage de leur propre vie, de ce qu'elles veulent faire. Certaines ont des enfants, d'autres pas. Euh, et donc, je ne veux pas dire qu'elles se foutent des autres, mais elles affirment une certaine autonomie, une volonté de décider de leur vie, de leur sexualité, donc une indépendance plus grande. Et ça suscite des réactions aussi parfois hostiles. D'ailleurs, quand on veut discréditer le féminisme, on va dire, ah, c'est une gang de lesbiennes, mm, c'est plein de lesbiennes. Donc, on se sert de ça pour discréditer des femmes. Euh, et le lesbianisme reste quelque chose qui est soit effacé, soit discrédité. Ça oui, reste, ça reste malgré tout, et je dirais plus que l'homosexualité masculine, quelque chose qui est rarement rapporté avec fierté ou, bon, beaucoup de femmes s'affirment et prennent leur place, mais je veux dire, ça demeure fortement discrédité à l'intérieur de notre société. Et ça demeure effacé. oui. On- Oui, oui, c'est ça ce que j'ai lu dans le livre Mémoire lesbienne, l'invincibilité dont vous avez Oui, parlé. Qu'est-ce que ces femmes-là, c'est des amours cachés, mais aussi invincibles. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens voient cela ou s'en rendent compte que ce sont deux femmes. Euh, je pense qu'on a fait un bout de chemin aussi avec tout ça, avec le mouvement gay lesbienne. Les questions
Premièrement, moi, je suivis des formations sur le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, avant qu'il sorte version anglaise 2013, puis sorti version française 2015. Donc moi, j'ai suivi ça avant 2013, là, ça fait plus que 10 ans, plusieurs formations. Puis moi, je me rappelle qu'il y avait un psychologue ou un psychiatre, je me rappelle pas c'est qui avait dit qu'en fin de compte, l'homosexualité a été enlevée du DSM-1, c'est-à-dire le DSM-2, il n'était plus là. Il était dans le DSM-1, mais il n'était plus dans le DSM-2, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, parce que c'est American Psychiatrist Association. Il y avait des psychiatres homosexuels eux-mêmes qui étaient sur le comité, qui ont dit on ne veut pas que ça soit une maladie mentale, l'homosexualité. Dieu soit loué, là. On rentre dans la région, mais c'est génial ce qu'ils l'ont enlevé parce que ça aurait jamais dû être considéré qu'une maladie mentale parce que, et aussi que c'était criminel, là. C'est combien de pourcentage? On dit qu'il y a 10%, parce que j'ai suivi aussi des formations avec sexologues, avec Yves Salty, qui est sexologue belge, thérapie de sexologie conjugale, là. Parce que je suis aussi les 60 heures avec Yvon Dallaire, là, thérapie conjugale positive. Mais je l'avais vérifié avec lui, puis avec les études, etc. On dit qu'il y a 10% de la population qui est homosexuelle, femmes et hommes, gays et lesbiennes. Mais combien parmi ce 10%-là sont des hommes homosexuels, puis combien qui sont parmi ce 10%-là des femmes lesbiennes? Est-ce que vous avez vu les études? C'est quoi? Oui, en fait, mais si vous me permettez, avant, je Oui, voudrais revenir sur l'explication de la dépathologisation, oui, 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 là, allez-y, en vas-y, allez-y, oui, 1973. oui, Il y avait aussi, oui, effectivement, il y a certains psychiatres qui étaient eux-mêmes oui. homosexuels. Il y en a un qui a témoigné en portant un sac sur son visage parce qu'il ne voulait pas être Ah, identifié. ça, je le savais pas. Mais il a quand même témoigné de Oui, sa oui. propriété comme psychiatre homosexuel. Il y a des gens qui ont fait pression de l'extérieur. Il y a vraiment eu des manifestations. Ah, Mais il y oui. avait eu aussi auparavant une psychologue qui s'appelle Evelyn Hooker. OK, je connais pas. Et OK. elle avait fait une recherche dans laquelle elle avait pris les dossiers ou les cas, là, les détails sont loin, mais quand même, sa démarche était vraiment assez stratégique. Oui, C'est qu'elle a pris les dossiers, et je crois, des tests de Rorschach, ou enfin des résultats de tests OK. psychologiques. On est dans les années 60, donc ce sont peut-être des tests démodé maintenant, mais Ouais. c'était les tests en usage à l'époque. Elle avait pris ça et elle avait demandé à des hommes homosexuels et des hommes hétérosexuels de les compléter. Et ensuite, elle avait envoyé ça à l'aveugle à des spécialistes et le résultat, c'est qu'ils n'étaient même pas capables d'identifier, de distinguer les homosexuels des hétérosexuels, encore moins de dire les uns sont plus malades ou les autres ne le sont pas. Oh, oui, Donc, mais oui, je ça, comprends. ça- Peut-être c'était le test de Rorschach, parce que le test de Rorschach, c'est le test de personnalité, d'approche psychodynamique sur les 10 tâches, sur les tâches d'encre, je pense qu'il y a 10 tableaux, là, en fin de compte, là. Qu'est-ce qu'ils voient, là? Les 12, je pense qu'il y a 12 ou 10 en tout cas. Mais ça se peut que Mhm. ça soit ça. OK, donc ils Oui, pouvaient pas oui, identifier qui était homosexuel ou qui était ou les... homo. Ouais, c'est ça. Donc, ça défaisait l'argumentation qui disait que les homosexuels, en soi-même, en soi, être homosexuel, c'était une pathologie. Donc, Ouais. et donc, il y avait cette femme, Evelyn Hooker, et il y en avait sans doute d'autres aussi Ouais. Irving Goffman, d'autres qui disaient, ben, écoutez, si on enferme les gens et on les traite comme des malades, ben, c'est sûr que là, ils risquent d'avoir des comportements pathologiques, mais c'est parce que c'est nous qui les étiquetons comme Oui. ça. Donc, il y a eu plusieurs critiques qui ont convergé. Maintenant, le 10%, en fait, ça vient Oui. de Kinsey, des Oui. travaux d'Alfred Kinsey, qui Oui. lui, mais lui, Kinsey, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup compter. Alors, il comptait Oui, parce les que lui, comportements. sa spécialité, c'était par rapport aux insectes, là, au début, là. Oui, Ouais, c'est c'est un ça. zoologiste en fait. Oui, Puis il aimait décrire. Donc lui, il s'est mis à décrire les comportements sexuels. Et en fait, il a constaté ses principales observations. On est après la Deuxième Guerre mondiale, hein, fin oui, des années 40, début des années 50. oui, Et il a observé il savait que les gens n'oseraient pas avouer tout de suite qu'ils ont eu des comportements homosexuels, oui, mais lui, il ne leur demandait pas est-ce que vous en avez eu ou pas, il leur demandait tout de suite combien de fois vous en avez eu. Il essayait de créer un oui. climat là,
Et ce qu'il a constaté, c'est que beaucoup d'hommes avaient eu des comportements Mhm. homosexuels au cours de leur vie, parfois Oui. avant le mariage, parfois à une certaine période de leur vie, parfois de façon continue à travers toute leur vie. Et lui, il croyait plutôt à l'idée d'un continuum, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des gens qui n'ont pas de comportement, qui ont exclusivement des comportements hétérosexuels. Il y en a qui ont eu des comportements homosexuels à certains moments, rarement, d'autres Mm. plus souvent, et d'autres qui sont exclusivement homosexuels. Et du côté des femmes, il y avait moins de comportements homosexuels entre femmes, Oui. mais le nombre était quand même plus important que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et après, des militants, dans les années 70, il y a des militants qui ont lu ça, mais il y avait une abondance de chiffres et, ils ont sélectionné le 10% ou ils ont fait un petit calcul Oui, maison en oui. disant c'est 10%. Bon, maintenant, c'est discuté. On ne peut Oui. pas dire qu'il y a 10% de la population qui est homosexuelle. Comme on dit maintenant, j'ai entendu Oui. 10% de personnes LGBTQ+, IA2, puis on ajoute des lettres, puis on reste toujours avec ce 10%-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut varier selon les études et selon ce qu'on mesure aussi. C'est-à-dire que si on demande aux gens les comportements homosexuels comme tels, il y a plus de réponses, de gens qui vont dire oui, j'ai déjà fait ça, j'ai Oui. déjà expérimenté, ou oui, moi, je n'ai que des comportements homosexuels. Si on leur demande comment ils s'identifient, là, il y a moins de gens qui s'identifient. Oui. Statistique Canada le fait dans ses enquêtes et ils arrivent à environ 4%. Et la différence entre hommes et femmes, c'est qu'il y a plus de femmes qui s'identifient comme bisexuelles. Donc, au Oui. total, c'est à peu près la même chose, mais le 4,5% chez les femmes, c'est lesbiennes et bisexuelles. Parmi les Mais 10%, c'est 4,5% lesbiennes et bisexuelles, c'est ça? non, le 10%, on l'oublie un peu parce OK, que on oublie. Parce que c'est ça, ce parce que sont. bisexuel, ça peut être à peu près 25% de la population qui ont déjà expérimenté aussi, 20-25%, là. Oui, puis ça dépend. Si on s'adresse aux plus jeunes, par exemple, bon, mais les plus jeunes sont plus Oui, nombreux à expérimenter des comportements oui, autres que l'hétérosexualité. oui, Ils explorent aussi d'autres identités de genre, oui. donc ils vont se dire je suis agent, je suis fluide. Enfin, il y a La toute une série fluidité, oui. de termes qui apparaissent. Alors, c'est sûr que alors que si on demande à des gens de plus de 60 ans ou même de 70 ans comment ils s'identifient, bien souvent, même s'ils ont vécu uniquement avec, par exemple, une femme qui aurait vécu uniquement avec une femme, elle n'osera toujours pas écrire qu'elle s'identifie comme lesbienne. Oui, Parce que toute sa vie, elle s'est toujours cachée, elle s'est jamais identifiée. Donc, il y a un écart entre les générations. Puis ça indique quand même qu'il y a plus de liberté maintenant pour s'identifier. Donc, oui, c'est, c'est bien parce que ça indique quand même que les jeunes générations perçoivent qu'il y a plus de liberté pour explorer, pour s'identifier sans craindre une répression. Bon, c'est pas que tout est arrangé non plus et qu'ils sont acceptés facilement, mais c'est quand même, il y a plus d'espace pour explorer d'autres sexualités, d'autres identités. oui. C'est Mm. vrai parce que la diversité sexuelle, c'était par rapport aux orientations sexuelles. Moi, je l'ai enseigné en psychologie de la sexualité, bien sûr. Alfred Kinsey, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, hétérosexuel exclusif, hétérosexualité exclusive. Puis 6, homosexualité exclusive. Le 3, c'est bisexuel, 50% homo, 50% hétéro, là, en tout cas. Et il y a aussi des films qui ont été écrits par rapport à Kinsey, qui ont été tournés. Kinsey, il y avait un film Kinsey. Il y avait aussi la télésérie euh, par rapport je pense qu'il y avait une télésérie, en tout cas, là. Mais c'est quelque chose. Euh, Puis, je pense, on est dans dans le bon chemin, je crois. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui vivent de la discrimination, hein. La discrimination, c'est l'aspect comportemental. On sait que les préjugés, c'est l'aspect affectif, l'aspect cognitif. En fin de compte, c'est les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est l'aspect cognitif, intellectuel, mais tout le monde dans le même bateau. C'est les pensées, les croyances. L'affectif, c'est l'émotion, puis ça, les préjugés affectifs.
et les stéréotypes, l'aspect cognitif, intellectuel, tout ce qui se passe dans la tête, ça amène à de la discrimination, qui est le comportement que l'on voit d'agir envers une personne différemment parce qu'elle est d'orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle exclusif ou par rapport aux gens par rapport à la diversité de genre, transgenre, transsexuel. Donc, la discrimination, on en a entendu parler, on le sait qu'il y a des gens qui sont même battus physiquement, et on a reçu aussi, j'ai reçu Jasmine Roy à l'émission Témoignage de vie qui a vécu cette violence-là, en fin de compte, verbale, psychologique, physique aussi, ces discriminations-là, en tant qu'adolescent, pendant sa 6e année, secondaire 1, 2, 3, 4, là. Donc, ces discriminations-là, on a des lois, par exemple, qui protègent contre la discrimination, mais pourquoi la discrimination existe encore quand on traite quelqu'un de façon différente parce qu'il est d'une autre orientation sexuelle qu'hétérosexuel exclusif, parce que hétérosexuel exclusif, on se le cachera pas, l'hétéronormativité, là, on est dans, tout le monde, il faut que ce soit dans le même moule, puis par rapport aux trans, là. Donc, comment ça se fait qu'il y a autant, c'est une grosse question, hein, qu'il y a autant de discrimination, tandis que les gens savent qu'il y a des lois, parce qu'on sait, je peux répondre, je vais vous laisser répondre après, Lynn Chamberlain, on sait qu'une personne, 2 ou 3 sur 10, une personne, maximum 3, ça veut dire 10 à 30% des gens portent plainte. Que ce soit pour discrimination, pour harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, violence, etc., le gay bashing qu'on appelle, etc. Mais comment ça se fait qu'on a autant, tandis que les gens savent qu'il y a des lois, parce qu'ils sont quoi, pas appliquées ou les gens se Mhm. faufilent, les gens portent pas plainte, c'est quoi? Ben, je dirais d'abord que la loi, c'est une chose, mais la mise en application, en fait, ce que le droit a quand même une portée limitée, hein. C'est une protection individuelle. Si la discrimination ou le comportement d'une ou de plusieurs autres personnes vous fait perdre des droits. Donc, par exemple, Hmm, si j'ai une discrimination ou je pense avoir subi une discrimination, oui, je peux porter plainte à la Commission des droits de la personne, mais on oui, devra faire enquête et on devra estimer que j'ai perdu le droit au logement, qu'on ne m'a pas accordé ce hmm, droit-là comparativement à une autre personne ou que j'ai perdu le droit à un emploi. oui, Et ça, c'est une preuve qui n'est pas toujours facile à faire. non, Donc, on entre là-dedans dans une série de démarches. Souvent, bon, il faut recueillir la preuve, il faut faire de la démonstration. Souvent, la première réaction, c'est qu'on a de la peine, on ne sait pas trop comment, quand si on est discriminé, on ne pense pas tout de suite à appliquer nos droits. On pense d'abord à se ramasser, à se dire qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que c'est juste à comprendre la situation. Donc, oui, tout ça, c'est déjà une grosse limite. Et effectivement, beaucoup de gens estiment que ça ne vaut pas la peine hmm, pour toutes sortes de raisons. Moi, je me suis intéressée beaucoup à la discrimination en emploi, puis souvent les gens estiment que ça ne vaut pas la peine parce que même s'ils gagnent à la fin, tout ça va avoir été tellement pénible. hmm, Retourner dans le même milieu de travail, c'est pas très motivant. c'est Ils ont ça. peur d'être mal accueillis. Et comme je vous dis, toute la démonstration de la preuve, des fois, j'ai une amie qui était enquêtrice, qui a fait ce travail-là, et elle disait, des fois, on le savait, mais on n'était pas capable de mettre, la personne n'avait pas subi les conséquences, ça ne touchait pas tel droit. On savait qu'il y avait eu un problème, on savait que la Ouais, personne n'était pas bien accueillie, mais on n'était pas capable de prouver qu'elle avait perdu le droit à ceci ou à cela. Donc, hmm, c'est une mécanique légale et que ses propres limites. Je dirais que ce qui fait que la discrimination continue, c'est que ce qui continue, c'est beaucoup des formes subtiles, indirectes oui, de discrimination, des formes informelles. hmm, Dans le milieu de travail, on s'est aperçu que souvent l'humour servait de canal hmm, pour l'expression des préjugés, des stéréotypes oui, et ultimement de la discrimination, parce que l'humour, les mêmes blagues répétées, à un moment donné, ça fait effet. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre l'humour? On ne peut pas porter plainte à la non, c'est Commission sûr des que droits. non. Mais non, C'est sûr. c'est sûr que non. Et même que ça, on a l'air un peu rabat-joie si on s'oppose aux blagues Ouais. ou à cette forme d'humour, parfois un peu sexiste, parfois un peu homophobe.
parfois plus racistes, enfin, et souvent, bon, donc l'homophobie ou la lesbophobie va s'exprimer d'une manière plus subtile, plus indirecte aussi. Oui. On trouvera d'autres prétextes. Une fois que c'est interdit par la loi de congédier quelqu'un en raison de son homosexualité, on pourra le faire sous un autre prétexte. Ben oui, c'est ça. Ses compétences aussi, enfin, où on pourra Oui. ne pas l'embaucher. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a Oui, eu dans les le pas études. l'embaucher, ça, c'est. Puis comment tu peux prouver qu'on t'a pas embauché parce que tu es homosexuel ou lesbienne ou trans, qui est une identité de genre et pas une orientation sexuelle? Puis comment est-ce qu'on peut prouver aussi qu'on a eu vécu de la discrimination parce qu'on est homosexuel si on l'a pas dit à aucun collègue de travail, à la direction, etc., là? Oui, exactement. Donc, tout ceci fait en sorte que, par exemple, la discrimination à l'embauche, c'est très, très difficile Ouais. d'en faire une démonstration. La façon de le démontrer, mais là, ça aide pas une personne en particulier. La façon de le démontrer, c'est on fait des études dans lesquelles les gens postulent à un emploi et pour cela, ils font un CV fictif. Et Oui, dans un CV, par exemple, ils vont dire, ah, expérience bénévole, j'ai fait du bénévolat au Gris Montréal, qui est un organisme qui oui, lutte contre l'homophobie et oui. lesbophobie en milieu scolaire. Et dans l'autre CV, qui est exactement pareil, il n'y aura pas cette mention de bénévolat. Et ça, c'est le genre d'études qu'on a fait. On a fait ça pour le racisme, on a fait ça Donc, on envoie des CV fictifs et on regarde le nom peut changer là, pour Oui, pas que ce oui, soit Et on envoie ça à plusieurs employeurs ou dans un contexte oui. tel et on s'aperçoit que certaines personnes sont moins en demande que Oh my justement. God. Fait que là, on se dit, bon, effectivement, il y a moins d'accueil pour ces candidatures. euh, Oui. qui viennent de personnes gays ou lesbiennes ou qui viennent de personnes noires ou racisées. Mais prouver un cas individuel, ça, c'est très difficile. C'est très Mais il y a difficile. un autre niveau aussi, c'est que dans le fond, les représentations qu'on a et Oui, la dévalorisation des personnes lesbiennes, gays et trans et autres, c'est quelque chose qui est reproduit dans la société aussi de d'autres façons. Et l'absence de modèles alternatifs, mais c'est aussi reproduit dans les représentations, les chansons. Si on valorise toujours l'idéal hétérosexuel, ben c'est sûr que c'est ça qui est valorisé dans notre société et pas d'autre chose. Si on a des oui, personnages gays, lesbiennes qui sont des caricatures ou qui sont des personnages négatifs, ben c'est sûr que ce que les gens apprennent, c'est quand même, c'est de dévaloriser l'homosexualité. Alors, oui, on est dans des sociétés aussi très individualistes et compétitives. Alors, casser du sucre sur le dos de l'autre, et là, ben l'autre, c'est ça, c'est souvent les gays, les lesbiennes, ça peut être les personnes migrantes, ça peut être oui, d'autres choses, mais donc, et ça, c'est plus difficile de changer ça. C'est-à-dire que c'est plus difficile de changer. Mon Dieu, je vais vous donner un exemple très concret. oui, Si au Québec, on peut avoir deux parents de même sexe, la loi le reconnaît, le Code oui. civil reconnaît la possibilité qu'un enfant ait deux pères ou deux mères. Ça, c'est depuis quelle année? Ça, c'est depuis 2002. OK, C'était un très grand progrès. oui. Et les Cependant, conjoints de même, les hommes qui peuvent se marier entre eux, c'est 2005, je pense. 2005, C'est ça. à partir de Oui. 2002, ils Le pouvaient mariage gay. avoir un contrat d'union civile et à partir de 2005, ils ont pu se marier. Oui, Et à partir de 2002, ils pouvaient avoir un enfant, peu importe leur statut matrimonial, qu'ils soient oui, mariés ou qu'ils soient en union de fait, ils peuvent être parents. Alors ça, c'est reconnu par la loi. Par contre, si vous allez dans les écoles et que vous inscrivez votre enfant dans l'école, ben là, ça va être marqué par mère. oui, Là, à chaque fois, vous êtes obligé de barrer le mère puis dire mère-mère ou père-père. Et si vous allez à l'hôpital et vous êtes deux mères, c'est la même chose. Il y a cette animatrice de radio, Eugénie Lépine-Blondeau, récemment qui a accouché et qui disait, ben oui, on trouve encore père-mère et rose pour la petite fille et bleu pour le petit garçon. Donc, déjà, on classifie les enfants. On les met déjà dans le moule, la petite fille du petit garçon, et c'est père-mère. Donc, donc, dans cette. Puis pourtant, l'école, l'hôpital, c'est nos institutions de tous les jours, là.
Mais ça fait 20 ans qu'on a la loi, ça fait plus de 20 ans, mais les institutions ne sont toujours pas ajustées Oui, à cette nouvelle loi-là. Donc, ça, à mon avis, c'est un problème parce que on n'intègre pas ça dans notre vie quotidienne. On n'intègre pas la réalité oui, de l'homosexualité, du lesbianisme dans la vie quotidienne de façon à ce que tout le monde puisse le côtoyer. Tout le monde sait qu'on le côtoie. Puis voilà, dans la pouponnière, il y a des petits bébés qui ont deux papas, deux mamans, puis un papa et une maman. Et voilà, c'est ça la réalité. Alors, c'est un changement qui est plus institutionnel et souvent les institutions ont peur ils ont peur de vexer bon, les institutions sont plus conservatrices de nature et oui, puis ils ont peur de faire peur à d'autres parents, de vexer certaines personnes. Ils ont toutes sortes de raisons, voire toutes sortes de prétextes pour ne pas tenir compte des réalités homosexuelles. Donc, ils ne le font pas. Donc, ça ralentit aussi. C'est comme si on reconnaît des droits d'un côté, mais on n'intègre pas ça dans le fonctionnement de notre société. On fait un peu d'éducation. Le gouvernement, il y a beaucoup d'organismes qui font de l'éducation, de la formation oui, populaire. Le gouvernement a un plan de lutte aussi contre l'homophobie mm, et la transphobie. Les lesbiennes, souvent, sont déjà dans le plan de lutte, sont un peu effacées, sont supposées être incluses sous le chapeau de l'homophobie, mais oui, bon, on entend rarement parler de lesbophobie, encore plus oui, rarement. C'est une bonne chose d'avoir un plan. Là. Je ne suis pas en train de critiquer ça, mais il reste que c'est un plan qui est quand même on ne veut pas imposer non plus aux institutions. On pourrait dire dans les écoles, désormais, c'est parents-parents. Voilà, oui, c'est aussi simple que ça. Et puis là, les gens inscrivent. Puis s'ils sont. Ça peut même être utile pour les parents hétérosexuels. Je veux dire, des fois, il y a le père biologique qui a encore la garde, mais il y a un nouveau conjoint qui s'occupe des enfants. Donc, on pourrait avoir trois parents, puis chacun pourrait préciser. oui, euh, quelle est sa fonction. Et puis, oui, bon, le père qui est le nouveau conjoint pourrait venir chercher les enfants. Il y a certains droits qu'il n'a pas parce qu'il n'est pas le père biologique, mais il pourrait aussi être reconnu comme parent. Donc, on pourrait élargir et étendre notre conception de la famille. Mais ça, il y a beaucoup, beaucoup de résistance. C'est comme si on peut et je vais m'arrêter là. C'est comme si on peut tolérer qu'il y a de l'homosexualité, mais à condition que ça reste dans la marge, dans la vie mm, privée, que ça ne prenne pas trop de place. oui. Exactement, comme les gens disent, ça m'appartient pas qu'est-ce que les gens font dans leur chambre à coucher, mais quand ça sort des bords dans la chambre à coucher, puis c'est avec les, en tout cas c'est ça dans le milieu professionnel ou que ce soit dans une autre institution là c'est les gens sont plus réticents. Donc cette étude-là avec les CV, parce que vous avez dirigé en fin de compte la chaire de recherche sur la diversité sexuelle. Euh, euh, et de la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal, et aussi savoir de l'inclusion et l'exclusion, savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, sa vie LGBTQ 2016 jusqu'à 2026. Donc cette recherche-là, elle a été faite avec les CV, c'était été dans quel... Oui. oui. Non, nous, on n'a pas fait la recherche sur les CV, mais ça a été fait Ah, ailleurs. ok, ça a été fait Et ailleurs. Ok, je c'est comprends. une façon, nous, ce qu'on a fait, moi, j'avais fait des recherches sur le milieu de travail. Oui, Et là, on avait eu beaucoup de cas de gens qui nous disaient, moi, qu'ils n'avaient pas été embauchés. oui, Mais c'était des entrevues avec eux et elles. Et ça, c'était une des formes de discrimination qui revenait souvent. oui, Dans certains cas, c'était de la discrimination vraiment très nette, très claire, oui, des cas de congédiement. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'est la non-embauche, le manque de promotion. oui, Par exemple, un travailleur manuel dans un secteur industriel, ça fait des années qu'il travaille. On a besoin d'un nouveau contremaître, il a toutes les compétences, mais il n'est pas nommé et on lui dit, ben, c'est parce que tu n'aurais pas l'autorité, parce que toi, tu es gay. oui, Tu n'aurais pas l'autorité sur les autres travailleurs. oui, je Alors, comprends. c'est vraiment des limitations à l'embauche. Et c'est aussi beaucoup l'informel, là, comme je disais tantôt, les blagues. C'est comme d'évaluer une personne, une dévaluation, Oui,
La dévalorisation, là. Ben La oui. dévalorisation, c'est ça. Oui. Et souvent, ça met les personnes dans l'obligation de travailler énormément, de s'investir énormément Oui. dans leur travail pour essayer de contrer ça. Mais Mais ouais. est-ce que vous pensez que c'est vrai, ce que les gens parfois disent que quand on est une personne homosexuelle ou lesbienne ou une personne trans, qu'il faut être deux fois meilleur dans son emploi? Parfois, on entend ça, même par rapport à Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Moi, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, là. Mais c'est pour une minorité, Mais pour je pense certains, que oui. ça vaut pour beaucoup de personnes parce que Ouais, c'est une protection qu'elle se donne pour être certaine qu'on ne pourra pas les congédier parce que c'est un bon travailleur, une bonne travailleuse, ouais, euh, elle performe bien, donc on ne pourra rien leur reprocher sur le plan du travail. ouais, Euh, et c'est une façon de se revaloriser dans l'emploi, mais aussi peut-être à leurs propres yeux, aux yeux de leur famille, de leurs ok. parents. Donc, oui. Donc, par rapport à notre milieu scolaire, vous avez fait des études, je pense, dans les écoles, par rapport aux écoles secondaires, cégep, est-ce que vous avez touché aussi l'université puis les écoles primaires par rapport à l'homophobie? Voudrais en entendre parler parce que parfois on entend que le milieu scolaire est pas tout à fait ouvert à l'homosexualité non plus, là, tu sais. Je vous laisse la parole. Oui. Oui, on avait fait des études sur le milieu scolaire secondaire, secondaire 3 et secondaire 5, OK. et au cégep. Oui. Et en fait, l'homophobie était quand même plus forte au niveau secondaire et c'était quand même un phénomène assez important. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui disaient avoir entendu des propos homophobes ou Oui. lesbophobes, qui disaient avoir eux-mêmes des propos entendus des propos qui leur étaient adressés à eux-mêmes. Il y avait, c'était plus du tiers des élèves, en fait, qui rapportaient de tels propos, ce qui est quand même assez élevé, d'avoir subi, quand on additionnait les propos qui avaient été adressés à leur égard, les touchés non désirés, tout ça, là, les blagues, etc. Ça donnait plus du tiers des jeunes et plus autour de 70% qui avaient entendu des propos homophobes. Et là, c'est un peu loin, mais plus de 10% qui avaient, où c'était intense, là, c'était vraiment de J'ai l'intimidation lu cette intense. étude-là. Oui, le 10%. Ouais. Oui, oui, Et ce qui est évidemment les jeunes qui étaient, il y a des jeunes qui étaient pas qui étaient hétérosexuels en fait dans leur sexualité. Quand on leur demandait des questions sur leur sexualité, ils se disaient hétérosexuels, mais ils subissaient aussi de l'homophobie oui. parce qu'ils étaient perçus comme étant homosexuels. Mm. Pour une raison ou pour une autre, ils ne s'intéressaient pas au sport masculin, ils n'entraient pas dans les codes de la masculinité, ils faisaient du ballet, toutes sortes de prétextes qui les associaient à l'homosexualité. Et ça, moi, je trouvais ça intéressant parce que ça montre comment il y a une pression très grande à la conformité sexuelle. Et bon, on sait qu'à l'adolescence, la pression des pères, déjà, c'est très important Oui, d'être accepté par les pères PAIRS, là, au sens de les oui, proches là, du même âge, de la même génération, du même groupe d'âge. Alors, c'est quelque chose qui a des effets assez terribles, notamment sur la motivation scolaire. Euh, il y a d'autres études qui avaient documenté les effets psychologiques. Nous, on avait documenté surtout les effets sur le sentiment de sécurité à l'école oui, et la motivation à poursuivre les études et la motivation à poursuivre jusqu'à l'université. Et on s'apercevait que ça avait plus l'intimidation était intense, plus ça avait un impact très net sur non, moi, je n'irai pas au cégep ou à l'université, je ne poursuivrai pas les études. mm, Et le sentiment de sécurité était faible. Alors, au cégep, il y avait quand même un ouf oui, général, oui, c'est-à-dire le cégep, c'est une autre institution, puis c'est pas l'école secondaire. Dans l'école secondaire, là, il y en a qui vraiment craignaient les couloirs d'école, oui, craignaient de se déshabiller, n'allaient pas au cours de natation ou arrivaient oui, en retard. Il y a vraiment des jeunes qui étaient très marqués par ça. Au cégep, souvent, il y avait comme, bon, c'est le cégep, on est quand même censé se comporter un peu plus en adulte. Mais oui, là, ça variait quand même aussi selon les programmes d'études. Il y a des programmes où c'était vraiment... euh,
les programmes, en fait, la principale variable, c'est que les programmes plus masculins, où la composition des professeurs et des étudiants était très majoritairement hommes, c'était des traditions de programmes de métiers masculins, Oui. finalement. Là, il y avait plus d'homophobie. Et Ah ça oui. ressortait assez nettement dans ces programmes-là. Cela dit, ce qui nous est apparu, parce qu'on en a parlé un peu avant, et toute cette question de, encore une fois, de visibilité, Oui. c'est-à-dire que quand une association étudiante se mettait en place, souvent on nous rapportait, ah, mais les pancartes, on mettait des pancartes pour Oui. dire aux jeunes, si vous sentez Oui. interpellés, venez à notre rencontre, Oui. etc. On va faire une association. Et souvent, souvent, les pancartes étaient déchirées, les Oui. pancartes étaient enlevées, il y avait des graffitis sur les pancartes, et Oui. ça, c'était fait par d'autres jeunes. Ben, c'est Alors, on sûr. dit, mais quand même, on est au cégep, c'est pas des enfants, et puis, et ça, on trouvait ça difficile parce que ça voulait dire que dès que des jeunes essayaient de se regrouper puis de Oui. s'affirmer un peu, Ben oui. c'était découragé. Ben, c'est Et sûr. c'est comme si le niveau de tolérance encore là est très bas, c'est-à-dire que Oui. oui, tu peux faire ce que tu veux, mais bon, on s'en fout, mais je ne veux pas le voir. Euh, je, je- Ben, exactement. c'est vraiment en termes plus de tolérance que Oui. d'acceptation ou Oui. de, de reconnaissance que l'autre personne est égale. Alors, ça nous avait, c'était un des constats qu'on avait fait, ce qui fait que pour les jeunes, ils demeuraient quand même assez isolés, euh, Oui. même au cégep. Ben Ils oui. avaient moins peur que quelqu'un arrive dans leur dos et fasse une blague, là. Mais ils se trouvaient quand même assez isolés Ouais, dans leur c'est ça. environnement scolaire. Parce que comme Isabelle Maréchal avait dit dans son sa nouvelle émission de radio qui passe à Cube Radio puis à 99,5 FM, elle dit les jeunes quand ils disent ben ou les gens qui disent oh ça fait c'est fif, tu sais, elle dit ça c'est des choses qui devraient plus passer. Je suis en train de rephraser ce que Isabelle Maréchal avait dit, mais c'est vrai que chaque cégep devrait avoir une association LGBT là. C'est leurs alliés, là, une association gay, lesbienne, trans et leurs alliés, je trouve, là, puis parfois c'est découragé. Euh, un tout autre sujet, parce que là, on en entend parler dans les médias. Je voulais savoir s'il y a des études qui ont été faites par rapport, parce que je sais que dans le temps, on avait aussi on a des livres, là, pas dans le temps, les médias en ont parlé, qu'il y a des livres qui sont présentés aux enfants, même à la garderie, par rapport à avoir deux pères, deux mères, etc. Puis là, les gens, je pense qu'ils ont monté un peu sur leurs chevaux, qui sont pas d'accord, il y a aussi, attends, qu'on s'en va dire aux enfants par rapport tu sais, c'est comme s'il y en a les études disent quoi? À partir de quel âge est-ce qu'on peut parler de la diversité sexuelle et de la diversité de genre? Est-ce qu'ils peuvent avoir 4 ans, 5 ans à la garderie? Est-ce qu'il faut attendre 6 ans quand ils sont en première année? C'est quand même controversé en 2024. Là, Oui, oui, les gens oui. en ont entendu parler, puis j'en ai entendu parler pas mal. Donc, qu'est-ce que disent les études? Est-ce que vous en avez une idée? En fait, là, il faut aller voir des spécialistes de l'éducation à la sexualité. OK. Parce que c'est justement ce qu'ils font comme recherche, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que les enfants veulent savoir et qu'est-ce Oui. qu'ils vont leur enseigner. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en général, les enfants, là, ils ne s'intéressent pas à la sexualité. Ils peuvent s'intéresser à leur corps et tout ça, là. Oui, oui. Par exemple, à la garderie ou à l'école, si on dit tu as deux papas, deux mamans, leur question, là, ce ne sera pas qu'est-ce que papa et maman font au lit ou les deux mamans font au lit. C'est pas ça leur Oui. question. Je Leur comprends. question, c'est ah, tu as deux mamans, mais là, as-tu un papa? Puis là, qui sort les poubelles? Puis qui fait quoi dans la maison? Puis là s'il y a deux papas plus un autre, si le père est enfin. Et c'est des questions concernant la vie quotidienne Oui, je et comprends. le fonctionnement de la famille. Oui, C'est ça qui les interpelle. Alors, oui, c'est pas du tout la dimension homosexuelle ou lesbienne, oui,
c'est bien plus comment tu fais, parce que souvent dans les familles, les mamans ont plus un rôle, les papas ont plus un rôle, ou la maman est plus comme ceci, le papa est plus comme cela. Donc, c'est plus si toi, tu as deux mamans, comment ça va fonctionner? C'est ça la grande curiosité des enfants. Oui, Alors, en éducation à la sexualité, ce qu'on va dire, c'est qu'on répond aux questionnements des enfants, puis on adapte ce qu'on fait oui, à la curiosité des enfants et cette curiosité-là évolue. C'est sûr que plus tard, bon, ils vont, au moment où il y a un éveil à la sexualité, la puberté, tout ça, là, ils vont être intéressés davantage aux aspects sexuels, mais les petits-enfants, ils sont pas dans cette, c'est pas ça leur principal. Et ils peuvent se demander si leurs parents leur ont expliqué comment se font les enfants. Bon, là, ils peuvent se demander comment ils sont faits, comment sont arrivés les enfants, mais encore là, il y a une façon de l'expliquer. oui, Parce que les enfants, au final, arrivent tous, bon, le processus n'est pas le même, mais quand même, à quelque part, il y a la même rencontre biologique qui se fait et qui est incontournable. Donc, il y a une façon d'expliquer là aussi, de démontrer le rôle. Par exemple, s'il y a un donneur de gamètes ou il y a une façon de l'expliquer qui permet de le faire comprendre. Bon, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail. oui, Travail, je veux dire, ça demande pour les parents d'être attentifs, de, 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 de réfléchir à comment on va l'expliquer oui, et comment on peut le faire comprendre. Mais ça se fait. Il y a des livres qui aident à faire ça, justement. oui, Et c'est pas les enfants qui vivent avec ça. Les enfants, eux, ils prennent leur famille comme elle est, hein. oui. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui avait été démontré à une certaine époque, il y avait beaucoup de recherches sur le... Est-ce que les enfants qui ont des parents homosexuels ou deux mères lesbiennes, Oui, j'ai lu comment ils l'étude. prennent ça? Puis, Ils sont plus ils ont plus d'ouverture, mais ils peuvent vivre plus de la discrimination en tant oui, qu'élève, par exemple, en tant qu'enfant, à oui, l'école ou à n'importe où. Oui, je l'ai lu. oui, mais c'est pas la discrimination vient du regard Oui, extérieur qui est posé sur leur famille, mais eux-mêmes, ces enfants-là, de dire, moi, dans ma famille, c'est comme ça. Il y a toutes sortes de familles, hein. On dit oui, souvent un père, une mère, mais des fois, c'est les grands-parents, des fois, il y a des familles recomposées. Donc, mm, et les enfants, eux, ils prennent la famille qui est là. ouais, Euh, alors ça, les études sont assez convergentes ouais, je comprends. à ce niveau-là. Là où on avait remarqué des difficultés, c'est quand des parents avaient fait un mariage. À une certaine époque, c'était tellement réprimé que les gens se mariaient pour avoir des enfants ou parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pourraient vivre une vie comme homosexuels. Donc là, ils Mhm. avaient des enfants et éventuellement, ils pouvaient divorcer pour aller avec un conjoint de même sexe. Oui, Et là, ce que les parents n'acceptaient pas, ce que les enfants avaient de la difficulté à accepter, c'est plutôt la séparation, oui, le contexte du divorce, le fait aussi de dire, ah, mais t'es mon père, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Il y avait l'impression d'être un peu trompé. C'était oui, pas la volonté des parents de tromper leurs enfants, mais les enfants se sentaient un peu trahis parce que là, tout d'un coup, leurs parents n'étaient plus ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient pensé qu'ils étaient. Alors ça, c'est une situation qui est plus difficile à faire accepter aux enfants, oui. mais c'est plus lié au divorce à un certain âge. Les enfants qui sont élevés par des couples de même sexe, il y a vraiment, toutes les études convergent là, dans différents pays. Il y Ouais. a pas de problème. Donc, on a déjà dépassé les 60 minutes. J'ai tellement de questions à vous poser. S'arrêter par rapport au divorce. Est-ce qu'il y a autant de taux de divorce chez les homosexuels, chez les lesbiennes, par rapport aux médias? Où est-ce qu'on en est rendu avec les téléséries, vos projets futurs, les messages que vous voulez communiquer? Mais je vais te voir terminer cette entrevue, cette première, mais est-ce que vous acceptez d'en faire une seconde? Ça Ben vous... oui, Oui, ok. oui, Attends, pourquoi pas? je voulais pas mettre sur le spot. Mais j'aimerais beaucoup ça, étant donné qu'avec Michel Doré, j'en ai fait deux. Il y a à peu près 10 invités que j'avais fait deux entrevues, mais est-ce que ça serait correct avec vous? Oui, oui, pas, mais dans les semaines qui viennent, je suis Dans un la peu semaine suivante, tu me le diras quand, vous me le direz quand, là? Vous me le direz quand? Donc, je vais terminer cette première entrevue.
On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn et Twitter, je pense, c'est ça? Non, pas vraiment, seulement sur Facebook parce que j'ai mis OK. fin aux autres réseaux Ah, OK, sociaux. OK, j'ai lu ça. OK, Euh, c'est bon, vous avez mis fin. c'est- C'est bon. OK. oui. La chaire de recherche qui est maintenant dirigée par Martin Blais, la Oui, chaire de recherche qui continue de poursuivre toutes sortes oui, d'activités de Martin Blais, recherche, qu'on connaît de nom, ben euh, oui. elle est sur tous les réseaux sociaux. Mais OK, moi-même, parfait. je me suis retirée, je n'ai conservé que Facebook. OK, parfait. Donc, on va se reprendre pour une autre entrevue. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée à l'émission Témoignage de vie aujourd'hui pour une première entrevue. Je vais vous inviter à nouveau. Merci tout le monde d'avoir écouté cette émission Témoignage de vie. On avait le grand honneur, j'ai eu le grand honneur, le grand privilège et le grand bonheur d'accueillir Lynn Chamberlain, qui est auteur qui est aussi une chercheuse, chercheur aussi, et militante, et conférencière aussi. Je pense que vous avez donné des conférences aussi. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler, là, mais vous avez fait beaucoup de choses. Félicitations Oui, pour oui. tous les prix que vous avez reçus, etc. Donc, tout le monde, on va se laisser là-dessus, puis on va se revoir. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'émission Témoignage de vie aujourd'hui. Au revoir tout le monde. Au Bye. revoir, merci. Bye. Merci.